Grand format, une émission culturelle et religieuse. Jamais dans l'histoire humaine, les espions n'ont été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Jamais les services de renseignement n'ont autant investi et recruté. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, Bruno Fuligny nous donne les clés d'un univers opaque et fascinant dont les pièges et les faux-semblants recouvrent les enjeux stratégiques. Le thème de son intervention, Espion espionne les secrets du renseignement. Haut fonctionnaire, écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po, Bruno Fuligny est l'auteur de 30 livres sur l'histoire politique et les secrets d'État. Il nous donne les clés d'un univers opaque et fascinant dont les pièges et les faux-semblants recouvrent des enjeux stratégiques. Dans ce premier volet, il nous raconte les espionnes à travers les âges, car l'espionnage a toujours existé, sous des formes diverses selon les époques. Nous l'écoutons. Donc, à partir du moment où il y a des humains, il y a des conflits. À partir du moment où il y a des conflits, il y a une fonction de renseignement. Il est utile, il est intéressant de se renseigner sur ce que prépare l'autre. Il suffit de regarder des enfants dans une cour de récré. À partir du moment où il y a deux bandes qui se constituent et qui se font une petite guéguerre, il y aura toujours un petit malin, un petit futé ou une petite futée pour aller regarder les conciliabules du camp d'en face. Donc cette fonction de renseignement, elle existe de longue date, elle existe depuis toujours. Simplement, le renseignement, il s'est organisé sous la forme de services. On va voir un petit peu comment. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer cette conférence par cette affichette qui se trouvait autrefois disposée dans les sites de l'armée de l'air en France. Elle fait partie de toute une collection d'affichettes éditées par un service de sécurité interne au ministère de l'Air pour dire aux aviateurs, attention, certes vous êtes tous très séduisants, il n'y a pas de doute là-dessus, mais dans certains cas, votre séduction peut être accrue par une mission que va avoir quelqu'un, peut-être une femme un peu trop belle pour vous, qui s'intéresse peut-être plus à la base elle-même, aux appareils que vous pilotez, aux prototypes auxquels vous avez accès, qu'à votre personne. Et d'où ce slogan un petit peu rétro, par belle nuit, trop parler nuit. Bien sûr, tout ça, ça appartient à l'histoire. C'est une époque où, dans les effectifs, il y avait quasiment que des hommes et où les services de renseignement utilisaient, comment dirais-je, ce que les soviétiques, en leur temps, ont appelé des hirondelles, c'est-à-dire des femmes qu'on envoyait pour séduire des dégradés ou des hommes politiques ou des responsables, de façon à recueillir du renseignement sur l'oreiller, comme on dit. Bon, ça c'est une technique parmi d'autres. Affiche de même inspiration, vous en savez peu, vous en savez beaucoup, gardez-le pour vous. Que ce soit au bistrot en discutant, si on parle trop fort au bistrot, il peut y avoir des oreilles qui traînent, ou que ce soit en se promenant sur la plage. Si on regarde avec attention, on voit que l'ombre de la femme, là, c'est l'ombre d'une femme qui porte des bas. Donc, évidemment, c'est très, très suspect. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est une petite touche un peu rétro pour vous montrer comment, dans les armées, on a tenté de sensibiliser les soldats et les gradés, et on a toujours tenté en vain de les sensibiliser, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et même si vous passez des consignes générales, c'est toujours difficile de se considérer qu'on est directement et personnellement concerné par ces consignes. J'aurais pu vous projeter une autre affiche beaucoup plus ancienne, qui date de Louis XIV, alors là qui n'est pas illustrée, c'est purement typographique, qui explique, alors là elle s'adresse plutôt aux dames, en expliquant que les femmes qui séduisent des soldats à Versailles et à proximité, donc près de l'état-major en quelque sorte, auront le nez et les oreilles coupés. Alors couper, ça ne veut pas dire trancher, en fait, on faisait des entailles, mais enfin, c'était pas très beau, et c'était suffisamment dissuasif, pensait-on, pour éloigner à la fois les prostituées, mais aussi celles de ces prostituées qui pouvaient éventuellement servir à renseigner les services ennemis. Parce que, dans le monde du renseignement, historiquement, eh bien, c'était au départ un monde plutôt d'hommes
qui faisait appel à deux catégories de femmes. D'une part, les prostituées, effectivement, soit des prostituées de type, je dirais, filles de garnison pour glaner des informations auprès des troupiers, soit plus des courtisanes qui avaient accès à des généraux, à des ministres, à des ambassadeurs, soit une autre catégorie qu'on oublie des fois, les domestiques. Les domestiques parce qu'elles ont accès aux armoires, aux placards, à tous les petits tiroirs à secret, également aux poubelles. La poubellologie, c'est pas très noble, mais ça fait partie, c'est une des dimensions des services de renseignement. Et au fond, l'affaire Dreyfus, par exemple, est née d'un cas de poubellologie. C'est une, c'est une femme de ménage, Madame Bastian, qui travaillait à l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui en fait vidait les corbeilles à papier, mais pas pour en détruire le contenu. Elle récupérait ce qu'il y avait dans les corbeilles à papier, en particulier dans celle de l'attaché militaire allemand, et c'est comme ça qu'elle a trouvé un bordereau qui indiquait qu'un officier français fournissait des documents secrets à l'ambassade d'Allemagne. Et toute l'affaire Dreyfus est née, en fait, de cette opération d'une simple femme de ménage collectant le contenu des poubelles. Et puis peu de temps après, elle allait dans une église qui était pas très loin de l'ambassade et pas très loin du ministère français de la guerre, Sainte-Clotilde, à Paris, où là, elle faisait semblant de prier et elle laissait ce qu'elle avait récolté. Et juste à côté, il y avait un officier du deuxième bureau, qui ramassait très discrètement le petit tas de papier. Et ce piscicle tout bête, qu'on appelait la voie ordinaire, a permis de glaner à un moment ce papier qui va avoir tellement d'importance ensuite. Alors, j'en développerai pas plus sur la poubellologie. Je serai plus bavard sur la question de la séduction. Je vous parlais tout à l'heure, il y a eu un petit frémissement quand j'évoquais les temps bibliques. Effectivement, si vous lisez la Bible avec attention ou avec l'œil, je dirais, du renseignement, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'affaires d'espionnage, en fait, dans la Bible, indépendamment du caractère sacré du texte. Mais si on s'en tient au factuel, il y a quelques affaires de renseignement, il y a quelques affaires d'influence, il y a même, on va y venir bientôt, des opérations homo, comme on dit. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Une opération homo, dans le langage actuel des services, c'est un homicide. Les Russes disent aussi une opération humide, puisqu'elle est humide du sang de la victime. Là, on a une première affaire d'espionnage biblique. Ce personnage, c'est Rahab. Rahab, c'était une prostituée de Jéricho. Au moment où les Hébreux veulent entrer dans Jéricho pour s'emparer du pays des Cananéens. Et donc Josué, qui est, vous le savez, le successeur de Moïse, envoie 2 espions hébreux dans Jéricho pour repérer un petit peu les lieux. Et vous savez que Jéricho, c'était une ville qui était caractérisée par de puissantes murailles, donc a priori imprenables. Et donc, ils errent dans la ville, et ils disposent d'un endroit pour à la fois se reposer, éventuellement se replier. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un appartement conspiratif, c'est la terminologie actuelle. C'est en fait la maison de Rahab, qui est cette prostituée qui, au départ pour de l'argent, prend leur parti, alors les héberge, et puis lorsque, parce qu'à un moment ils sont identifiés par la police, on dirait aujourd'hui le contre-espionnage du roi de Jéricho, elle les cache chez elle. Alors elle a une maison qui est très intéressante pour un appartement conspiratif. D'abord c'est une maison en terrasse avec un toit plat, donc quand la police arrive, elle peut les cacher sur le toit sous comme des sortes de clayettes de lin, si vous voulez. Donc là, ils sont bien dissimulés. Et puis, elle finit par dire oui, mais ils sont venus hier, effectivement, ils sont partis vers là-bas. Donc elle envoie la police sur une fausse piste, pendant que les 2 espions qu'on voit ici vont fuir par la fenêtre, car elle a une fenêtre sa maison est enchâssée dans la muraille, et donc elle a une fenêtre qui donne sur l'extérieur de la ville. Et donc ils vont descendre par des cordes à l'extérieur de la ville et repartir avec toutes les informations. Donc c'est intéressant du point de vue renseignement, parce qu'on a une femme qui qui non seulement renseigne, mais qui héberge en fait des espions, et qui va finalement les exfiltrer, ou les aider à s'exfiltrer, si vous voulez. Et pour l'anecdote, Rahab va demander pour prix de ses services qu'elle et toute sa famille soient épargnés au moment de la prise de Jéricho, puisque les Hébreux vont massacrer le reste de la population locale. Elle va se convertir au judaïsme, elle va épouser Boaz, donc un Hébreu, ce qui fait que
si on lit avec attention le texte biblique, elle entre dans la généalogie du roi David, et longtemps plus tard, elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc vous voyez que l'espionnage, dans la Bible, il est présent très haut, et comment dirais-je, et n'est pas rejeté en tant que moyen. On pourrait considérer que, et très souvent, d'un point de vue moral, on est un petit peu à la limite. Bon, mais la Bible admet complètement l'utilisation de l'espionnage. Et il y a un autre épisode qui va encore plus loin. Rahab est un terme, je ne l'invente pas, qui signifie la large. Donc vous voyez la réputation qu'elle pouvait avoir dans sa ville au départ. Et puis, il y a un autre épisode tout à fait intéressant qui a beaucoup inspiré les artistes, c'est l'histoire de Judith. Judith, donc là, on n'est plus à Jéricho, on est à Béthulie, nous dit la Bible. Alors là, les archéologues nous disent que ça ne correspond pas en termes d'époque. Je ne veux pas entrer dans cette polémique-là, je ne suis pas compétent, mais la Bible nous dit que ce sont les Assyriens qui envahissent la Judée, et donc qui commencent par faire le siège donc de Béthulie. Et la ville est pas loin de tomber. Il y a à Béthulie une femme qui, elle, n'est pas du tout une prostituée, c'est une veuve, très pieuse, mais qui décide de se sacrifier, en quelque sorte, pour le salut de la ville et de toute la Judée. Et donc, elle passe dans le camp ennemi avec ses plus beaux atours, ses plus beaux bijoux. Le texte biblique nous dit même que Dieu a rendu sa beauté plus resplendissante pour le bénéfice de l'opération, si vous voulez. Et à l'issue d'un banquet, elle séduit le général assyrien Holoferne. Elle passe la nuit avec lui, et lorsqu'il dort profondément, elle lui tranche la gorge, elle lui coupe la tête, elle ramène la tête dans le camp hébreu, et donc elle désorganise complètement les Assyriens qui vont lever le siège et épargner la Judée. Donc là, du point de vue du renseignement, on a typiquement une opération homo, un homicide. C'est-à-dire qu'on s'infiltre, là c'est pas une exfiltration, on s'infiltre dans le dispositif ennemi, on crée des relations de confiance, quitte à simuler une séduction, une histoire amoureuse, et on en profite pour éliminer une cible, en l'occurrence le chef. Donc évidemment, cet homme séduit à la tête tranchée par la belle Judith a énormément inspiré les artistes. Judith, c'est également la dame de cœur dans tous nos jeux de cartes. Nous connaissons tous au moins une Judith qui est celle qui va entrer dans les jeux de cartes. Et donc, vous voyez, ces quelques figures-là qu'on trouve dans la Bible, on va les retrouver dans toute l'histoire classique du renseignement. Et ce genre d'histoire un petit peu, comment dirais-je, devenus légendaires, vont inspirer de véritables opérations depuis des siècles et des siècles. Je pourrais prendre des exemples au Moyen-Âge, je pourrais prendre des exemples à la Renaissance, soit de prostituées, soit de séductrices, qui ainsi glanent des informations ou bien éliminent au plus près un adversaire. Les choses bougent un tout petit peu au XVIIIe siècle de deux manières. D'abord parce que parmi ces espionnes, on va avoir quelqu'un d'un petit peu ambigu, c'est le fameux chevalier d'Éon, dont vous avez tous entendu parler. Alors jeune, on ne savait pas trop si c'était un homme ou une femme. Il portait alternativement le costume masculin et le costume féminin. Costume masculin, il a même été capitaine de dragon, mais c'était aussi un diplomate très très fin qui portait très bien les robes de soie pucée. À la fin de sa vie, on voit plus qu'en fait c'était un homme. On sait maintenant que c'était un homme parce que lorsqu'il est mort en Angleterre, très âgé, il y a eu une autopsie. Et donc, oubliez toutes les légendes, il n'était pas androgyne, c'était un homme. Mais vous voyez que dans sa jeunesse, il a pu tromper son monde et il a vécu alternativement sous les deux costumes. Et surtout, si je vous parle du chevalier d'Éon, c'est pas seulement pour son ambiguïté sexuelle, c'est aussi parce qu'il faisait partie de quelque chose que les Français ont inventé, le tout premier service de renseignement. Que ce soit au temps biblique, au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le renseignement s'était fait, je dirais, un petit peu à l'unité, en quelque sorte, au petit bonheur la chance. On faisait du renseignement quand on avait soit une guerre, et vous aviez des gens qui allaient glaner des informations sur le terrain pour voir où étaient les troupes ennemies et ce qu'elles préparaient, soit pour une négociation diplomatique. Mais du moment que la négociation était finie ou que la paix était signée, tout le monde se dispersait et revenait à une vie normale. D'accord ? C'est au XVIIIe siècle, sous Louis XV, qu'on a l'idée complètement nouvelle, très originale
et qu'on doit aux Français, hein, c'est vraiment les Français qui ont commencé, c'est de créer un service de renseignement. Et c'est ce service qui s'est appelé le secret du roi. Hein, c'est-à-dire qu'à côté de la diplomatie, à côté de l'armée, qui là était déjà organisée en tant que service de l'État, on a créé quelque chose dont ni les généraux, ni les diplomates n'avaient même connaissance, d'où ce nom de secret du roi, une petite administration discrète qui n'était pas censée exister, mais qui existait, et qui envoyait des personnages pour espionner, pour essayer d'influencer les décisions dans des cours étrangères, pour changer le cours de l'histoire, si vous voulez, avec de petits moyens. Et c'est là où il y a eu vraiment quelque chose de génial, c'est que tant qu'on avait des espions individuellement, au fond, la fonction d'espionnage, elle tenait à leur personne et à la réussite de leur mission. À partir du moment où vous avez un service, les agents deviennent interchangeables. Vous avez une direction, vous avez un réseau, vous avez une mémoire à travers des archives, mais au fond, si un agent est défaillant, le service est capable de le remplacer par un autre. Si la paix est signée, le service reste en place et continue l'action de renseignement dans l'hypothèse, souvent vérifiée hélas, d'une nouvelle guerre quelques années plus tard. D'accord ? Donc là, il y a eu vraiment une révolution au XVIIIe siècle. Le chevalier d'Éon a été la personnalité la plus visible d'une entité qui, elle, ne l'était pas, qui était le secret du roi. Et puisque je parle de visibilité, voilà, donc vous voyez ce chevalier mi-parti hein, qui a été représenté en frontispice d'un ouvrage à la fois comme Mademoiselle de Beaumont ou le chevalier d'Éon, moitié homme, moitié femme. Ce personnage, il a été visible parce qu'il a fait parler de lui, parce qu'à un moment, il a trahi son service. Il est parti vivre en Angleterre. Il était détenteur d'un plan secret, qui n'était pas rien, puisque c'était le plan secret du roi de France pour envahir l'Angleterre. Et il a fait chanter son ancien employeur, le roi de France, en disant, voilà, si vous voulez pas que je divulgue ce plan aux Anglais, il faut me donner beaucoup d'argent. Donc il y a eu des émissaires qui ont été envoyés vers lui, dont le fameux Beaumarchais. Beaumarchais était un bon négociateur, donc il a dit d'accord, on rachète les plans, d'accord, on vous donne des sous. Beaumarchais a même avancé de sa poche un peu d'argent pour amorcer les choses, mais il y avait une condition, c'est qu'à partir du moment où ce marché était conclu, le chevalier d'Éon ne devait plus jamais s'habiller en homme, devait garder jusqu'à la fin de ses jours le costume féminin. Ce qu'il a fait, et c'est pour ça que d'ailleurs Beaumarchais lui a avancé un peu d'argent, c'était pour se constituer un trousseau. Et il renonçait pour toujours à son uniforme de capitaine de dragon et à la faculté de s'habiller en homme. Et le chevalier d'Éon ensuite s'est exhibé, habillé en femme, a fait des leçons d'escrime. Il est mort assez âgé pendant la Révolution française, mais à Londres, et dans une espèce de quasi-misère. À la fin, c'était une sorte de saltimbanque. Donc il a fait un mauvais calcul d'un point de vue, je dirais, économique. En revanche, il s'est rendu célèbre, puisque nous continuons à parler de lui. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, premier volet d'une conférence donnée le 3 février 2025 pour Regards croisés à Nantes par Bruno Fuligny sur le monde fascinant de l'espionnage. Et là, c'est une des spécificités du monde du renseignement. Peut-être que c'est ce qui distingue le renseignement de tous les autres métiers du monde. C'est que dans la plupart des métiers, quand vous êtes bon, quand vous êtes excellent, vous êtes connu. Un chef cuisinier particulièrement doué, nous en avons entendu parler, nous avons envie d'aller dans son restaurant. Un comédien, un artiste, mais aussi un fabricant de meubles ou un fabricant de vêtements. Enfin, la plupart des gens, lorsqu'ils sont très bons dans leur métier, acquièrent une sorte de notoriété. Dans le monde du renseignement, c'est exactement l'inverse. Les très grands espions, les plus grands espions, c'est ceux que nous ne connaissons pas, parce qu'ils ne se sont jamais fait prendre et ils ne se sont jamais dévoilés. Et j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé sur les services de renseignement, de rencontrer des retraités, des gens qui avaient fait toute leur carrière dans les services et qui avaient été autorisés à me raconter des petites choses. Alors même à l'âge de la retraite et des décennies plus tard, ils ne me donnaient pas les noms, ils ne me donnaient pas les dates exactes, etc. Mais ils m'expliquaient un petit peu comment ils étaient sortis de situations impossibles dans des pays de l'Est ou dans des pays africains. Et c'était frappant de voir que ces espions, c'était le contraire de James Bond. C'était monsieur et madame tout le monde.
C'était des gens qu'on aurait vus au marché en train d'acheter leurs poireaux, leurs filets de poisson pour se faire un petit frichti le midi, pépère, tranquille. Vous voyez, un espion, c'est quelqu'un qu'on ne remarque pas. Un excellent espion, c'est quelqu'un dont on n'imagine même pas qu'il a pu faire de l'espionnage. Vous voyez, et donc, bien sûr, ce sont des gens qui ne vont pas se vanter. C'est pas quelqu'un qui va dire My name is Bond et qui va arriver dans une voiture de sport et qui va capter tous les regards. Il y a même un texte assez drôle d'un ancien patron du Mossad israélien qui explique pourquoi il n'aurait jamais recruté un aventurier de foire comme James Bond. Parce qu'au contraire, voilà, il faut être très très discret, couleur de muraille, ne jamais attirer l'attention quand on est un bon espion. Et puis vous avez toujours dans les services des gens qui à un moment soit se font prendre, et donc évidemment se retrouvent sous le feu de l'actualité, soit cherchent à mieux gagner leur vie, parce que le renseignement, ça paye pas. En fait, le vrai moteur, c'est plutôt le patriotisme, et donc qui trahissent. Et lorsqu'ils trahissent, soit ils se font prendre, de nouveau, soit ils dévoilent ce qu'ils n'étaient pas censés dévoiler. Donc dans le cas du Chevalier d'Éon, sa notoriété, elle n'est pas simplement due à son ambiguïté sexuelle, elle est due à ce jeu un peu malsain qu'il a joué entre la France et l'Angleterre, où il a été gagnant à court terme, mais où plutôt perdant ensuite, puisque il a perdu la faculté de revenir en France et il a perdu ses revenus et puis sans doute un peu son honneur ou ce qui lui en restait. Dans le renseignement, je reviens aux femmes. Un Chevalier d'Éon très ambigu encore, un peu oriental. Après le Chevalier d'Éon, vous avez en France la Révolution française. Alors évidemment, c'est la fin du secret du roi. Mais l'idée d'un service de renseignement, elle est toujours là. Et donc vous allez avoir non plus un, mais plusieurs services de renseignement qui vont se mettre en place en France. Et puis l'idée va être copiée ailleurs. Et on va avoir toutes sortes de manœuvres d'approche. Cette très belle femme, c'est Maria Walewska, qui est une comtesse polonaise. Elle a été mariée, mais c'était un mariage arrangé avec un monsieur qui devait avoir 50 ans de plus qu'elle, et qui la laissait tranquille. Et en fait, elle a été littéralement mise dans le lit de Napoléon par les Polonais. Napoléon l'a remarquée parce qu'elle était très belle, elle avait fait ce qu'il fallait pour être remarquée. Ils sont devenus amants. Mais auprès de Napoléon, elle n'a pas vraiment espionné Napoléon, mais elle a profité de sa proximité pour le sensibiliser à la cause du patriotisme polonais. Et ça a marché, puisque en redessinant la carte de l'Europe, il a créé un grand-duché de Varsovie qui a marqué la renaissance d'une Pologne indépendante, alors que la Pologne avait été bouffée par ses puissants voisins, russes, prussiens, autrichiens. Et donc là, c'est encore un autre travail relevant de l'action secrète, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'influence. En fait, on a sciemment mis en place dans l'entourage de l'empereur des Français une femme qui avait pour mission de le sensibiliser à la cause polonaise, et elle a réussi au-delà de toute espérance, puisqu'un État polonais, le Grand-Duché de Varsovie, a été créé suite à son action. À la même époque, dans un tout autre style, vous avez ce personnage extraordinaire qui opère, qui s'appelle Ida Saint-Elme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Elle a écrit des mémoires. Alors l'édition intégrale de ses mémoires, c'est tout un rayon. C'est vraiment, elle a beaucoup écrit. Il faut dire qu'elle a beaucoup vécu. Au départ, elle est née aux Pays-Bas, mais elle parlait français, et elle a épousé les idées de la Révolution française. Et en fait, à travers sa vie privée, et parfois très intime, on voit défiler toute l'histoire de la Révolution et de l'Empire. Elle prétend avoir assisté à la bataille de Valmy. Elle sera également pas très loin de Waterloo. On lui a prêté, elle s'est elle-même prêté un très grand nombre de liaisons avec les grands noms de l'Empire ou de la Révolution, le général Moreau, le maréchal Ney. On pense que Napoléon lui-même a été un de ses nombreux amants. Elle avait des surnoms assez expressifs, comme le Casanova femelle, ou plus méchamment, la veuve de la Grande Armée. Bon, là, c'était carrément méchant. Toujours est-il que c'est une femme qui montait à cheval, hein, donc qui a suivi les armées assez loin, qui était très informée de ce qui se passait. Il y a juste un point qu'elle n'évoque jamais dans ses mémoires, c'est Fouché. Donc le sinistre ministre de la police générale, qu'en fait elle renseignait. C'est-à-dire qu'à travers toutes ces aventures, bien sûr, elle avait un œil sur ces messieurs et elle faisait remonter au ministre de la police générale les informations dont elle pouvait disposer. Donc là encore, une espionne qui va divulguer un petit peu.
Alors, au XIXe siècle, vous allez avoir, dans la lignée d'Ida Saint-Elme, le triomphe de ce qu'on va appeler les courtisanes. Les courtisanes, les lionnes, enfin, il y a un certain nombre de termes pour désigner au XIXe siècle toutes ces femmes, un peu comme la Dame aux camélias, par exemple, qui vont être reconnues pour leur beauté, qui vont monnayer leur charme, mais monnayer leur charme à des tarifs absolument astronomiques, ce qui fait que ça devenait, pour un personnage, pour un industriel, pour un homme politique, ça devenait finalement un emblème de reconnaissance, un signe extérieur de pouvoir d'être vu à leur côté et d'avoir une liaison avec elles. D'accord ? Alors là, on est plutôt dans l'univers, je dirais, du charme ou de la prostitution de super luxe, mais bien sûr, ces femmes n'étaient pas sans lien avec soit la police, qui fait du renseignement intérieur, soit des services de renseignement étrangers. Et là, on a un bel exemple avec cette femme, dont le nom d'état civil est Esther Lachmann, mais qui est plus connue dans l'histoire sous son nom de la Païva. La Païva, au départ, elle est née dans le ghetto de Moscou. C'est la fille d'un tailleur juif très 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 pauvre, mais elle veut se sortir de cette pauvreté, elle veut quitter le ghetto. Alors elle commence vraiment au ras de l'échelle, c'est-à-dire sur le trottoir à Moscou. Là, elle va attirer l'œil d'un tailleur français qui va l'épouser. Elle est très jeune, je crois qu'elle a 16 ans. Et donc, grâce à ce tailleur, elle va pouvoir, comment dirais-je, quitter son milieu, quitter la Russie. Très vite, elle le quitte pour épouser un deuxième homme qui, lui, est un pianiste beaucoup plus installé dans la vie, Hertz, qu'elle va totalement ruiner. Et à partir de là, elle va devenir une femme un peu en vue dans le Paris du Second Empire, Paris mondain, très riche, de ce Second Empire florissant. Elle va se faire épouser par un noble portugais, le marquis de Paiva, à qui elle va faire vivre qui peut que pendre et qui va se suicider. Mais elle va garder le titre et le nom, marquise de Paiva, et devenir la maîtresse, cette fois-ci, d'un prince allemand, Henkel von Donnersmarck. Alors là, lui, il est richissime. Il bâtit pour elle un véritable palais sur les Champs-Élysées, qui existe toujours, qu'on appelle l'hôtel de la Païva, avec des fresques gigantesques où elle est représentée elle-même en déesse de la nuit, entièrement nue. Enfin, c'est assez stupéfiant. Les frères Goncourt appelaient cet hôtel le Louvre du cul. Je ne sais pas si vous avez un petit peu une idée de ce que ça donne. J'ai eu la possibilité de le visiter, effectivement. Et surtout, dans cet hôtel, elle donne des réceptions où elle invite évidemment des politiques, des diplomates, de jeunes attachés d'ambassade. Tout ce monde-là parle. Évidemment, elle fait des rapports à son prince qui lui-même les fait remonter à Bismarck. Et donc après la défaite de 1870, l'invasion prussienne, elle va être détestée en France, mais en même temps protégée, et elle va y vivre un certain temps, puis elle va se retirer en Allemagne dans un château avec Henkel von Donnersmarck, qui à sa mort est tellement inconsolable qu'il va conserver son corps dans un grand bocal rempli d'alcool. Imaginez un petit peu la chose. Bon. Donc vous voyez une vie très, très romanesque, très, très folle, mais dans cette vie de courtisane, le renseignement joue un rôle important. Et à la même époque, c'est pour vous dire, parce que je vous rassure, je ne vais pas vous raconter que des histoires de prostitution et de courtisanerie, je l'avais promis au départ, c'est historiquement l'usage qui était fait des femmes par les services de renseignement. Les services de renseignement étaient dirigés par des hommes exclusivement, mais qui utilisaient, soit contre argent, soit par chantage, des filles galantes de toutes sortes pour glaner des informations. Mais on va commencer à voir une petite évolution avec déjà cette guerre de 70, puisqu'apparaît un personnage auquel personne n'avait pensé. C'est cette modeste Française, vous voyez, donc elle a un habit tout simple, et qui portait le joli nom de Juliette Dodu. Juliette Dodu, elle est télégraphiste à Pithiviers. Donc là, on est très loin des Champs-Élysées, on est très loin des grands palais, on est très loin de la richesse. Et donc, elle et sa mère tiennent un bureau de poste et télégraphe. Les Prussiens arrivent, s'emparent du bureau et les consignent à l'étage. D'accord ? Comme elle est futée, notre Juliette Dodu, elle sait que les fils du télégraphe, depuis le bureau qui est en bas, montent évidemment le long des murs pour aller sur le toit et où sont les fils qui ensuite transportent les messages télégraphiques au loin. Et donc, elle crée une dérivation
dans l'appartement de l'étage où elle est consignée, de façon, puisqu'elle sait le morse, puisqu'elle travaille avec sa mère dans le bureau télégraphe, de façon à intercepter les messages télégraphiques des Prussiens. Et puis, la nuit, elle va du côté français pour passer la transcription de ces messages. Et elle aurait ainsi évité qu'un certain nombre d'unités françaises se fassent massacrer ou soient faites prisonnières, parce que du coup, les Français avaient les instructions et les informations des Prussiens qui n'étaient pas censés avoir. Alors, il y a sans doute une part de légende dans l'histoire de Juliette Dodu, parce que ça repose beaucoup sur des récits qu'elle a fait elle-même après la guerre, donc il y a beaucoup d'interrogations sur son cas. Il n'empêche que là, il y a quelque chose d'assez nouveau, puisque là, on a une femme, alors de son propre chef, elle n'a pas été recrutée par un service de renseignement, c'est par patriotisme qu'elle agit, mais qui, en secret, glane des informations, pas du tout sur l'oreiller, mais en utilisant finalement une technologie dont elle a la maîtrise. Et là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On est vraiment dans les balbutiements du renseignement moderne. Elle sera arrêtée par les Prussiens, elle aurait dû être exécutée. Comme elle est très jeune, on sursoit un petit peu, puis après arrive la paix, elle sera libérée. Et vous voyez sur ce dessin d'elle, elle arbore fièrement la médaille militaire et la Légion d'honneur. Elle est la première femme en France à avoir la Légion d'honneur à titre militaire. Il y avait des femmes qui l'ont eu, mais en tant qu'artiste, ou en tant que soignante, on dirait aujourd'hui. Elle l'a à titre militaire pour son action pendant la guerre, et elle a également la médaille militaire. Ça, c'est tout à fait nouveau. Une femme décorée pour des faits, finalement, d'espionnage. Vous imaginez bien qu'on n'aurait pas décoré une prostituée, quand bien même elle aurait rendu des services colossaux. Je vous en donnerai quelques exemples plus tard. C'était évidemment pas avouable. Là, une télégraphiste qui réussit comme cela par ruse, et puis qui ensuite, en prenant des risques, à dérober des informations à l'ennemi et à les communiquer aux Français, c'est tout à fait intéressant. Voilà, là, c'est le moment où elle est condamnée à mort, mais elle ne sera pas exécutée. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, premier volet d'une conférence donnée le 3 février 2025 pour Regard Croisé à Nantes par Bruno Fuligny sur le monde fascinant de l'espionnage. Alors qu'à la même époque, vous avez cette personne, la baronne de Kola ou von Kaula, comme vous voudrez, je suis allé trop vite, voilà, celle-ci, qui, elle, opère très classiquement, alors là, pour le compte des Allemands. C'est une baronne allemande, mais complètement désargentée. Elle épouse un officier français, un certain Jung, puis, ils vont divorcer. Il faut dire que elle a séduit, en fait, le supérieur hiérarchique du dit Jung. Jung était sans doute pas une source assez intéressante. Donc elle a regardé du côté du général, qui va jouer un rôle actif dans le divorce du couple, qui va remplacer le mari. Or, ce général, il s'appelle Ernest Courtauld de Cissay, et après la guerre de 1870, il devient député, il devient membre de la commission en charge des forces armées au Parlement, c'est intéressant, il va devenir ministre de la guerre. Donc là, vous voyez, très très bon placement des services secrets prussiens, en l'occurrence. Ils ont envoyé une femme au départ pour séduire un officier soit X, et assez finement, elle a choisi le bon. Et le problème, c'est quand elle est repérée, au fond, son époux est déjà tellement important, ministre de la guerre, parlementaire, etc., qu'on va plutôt étouffer l'affaire qu'autre chose. L'opposition va demander une enquête parlementaire, va essayer de faire tomber le ministre, on va le blanchir, mais on a la certitude aujourd'hui que c'était pas juste une histoire d'amour, et que sans doute pas mal de secrets militaires français sont passés à Berlin par l'entremise de Lucie von Kola. Alors, Lucie von Kola, c'est pas une prostituée, là, c'est quelqu'un qui appartient à l'aristocratie, mais qui avait besoin d'argent et qui a accepté ce travail pour le compte des services de son pays. Et donc qui a, elle aussi, d'un certain point de vue, recueilli du renseignement sur l'oreiller, mais dans le cadre d'un mariage qui, vous voyez, obéissait à des motivations un petit peu singulières. Donc, vous voyez qu'à la même époque, à travers ces trois personnages de la guerre de 70, la Paiva, Juliette Dodu et Lucie von Kola, on a des destinées très différentes et des formes très différentes de renseignement. À la fois
comme au temps biblique, le renseignement sur l'oreiller, mais aussi du renseignement technologique avec pour levier le patriotisme. Donc là, des choses relativement nouvelles. Et ça, ces tendances-là, on va les retrouver de façon beaucoup plus affirmée à un moment charnière de notre histoire, c'est la Première Guerre mondiale. Alors, je ne vous parlerai pas des batailles, je ne vous parlerai pas de la Première Guerre mondiale en tant que telle, je voudrais simplement l'envisager du point de vue des services de renseignement. D'abord, c'est un moment où les services de renseignement vont commencer à croître. Il faut bien voir qu'avant 1914, si vous vous intéressez, par exemple, j'évoquais tout à l'heure l'affaire Dreyfus, le service, ce qu'on appelait la section de statistiques, donc en fait, le contre-espionnage de l'armée, c'est 10 personnes pour toute la France. 10 personnes au temps de l'affaire Dreyfus. D'accord ? Avec la guerre de 14, les services de renseignement et de contre-espionnage vont considérablement s'étoffer en effectif, d'une part, vont commencer à utiliser des technologies modernes, l'aviation, on va équiper les avions de ce qu'on appelle des tables de nuit, c'est-à-dire des sortes d'appareils photographiques comme en forme de table de nuit, effectivement, qui sont fixés sous les avions pour prendre des photos aériennes derrière les lignes ennemies. On va utiliser la radio pour capter les messages de l'autre côté du front, pour envoyer des messages erronés. On va utiliser la tour Eiffel comme antenne gigantesque pour également écouter tout ce qui est échangé sur les ondes par l'ennemi ou pour envoyer de fausses instructions aux aviateurs et aux dirigeables ennemis. Donc là, il y a une dimension technologique qui apparaît, une croissance des effectifs et bien sûr les femmes vont être présentes, mais leur rôle va s'affirmer et va se modifier. Alors parmi les grandes figures de femmes espionnes pendant la Première Guerre mondiale, la première c'est Edith Cavell, qui a donné lieu à une iconographie abondante. Donc la voici. Edith Cavell, c'est une Anglaise, mais qui vit en Belgique. Elle dirige une école d'infirmières. Vous savez que la Belgique est envahie à 90% par les Allemands, alors que le pays était censé être neutre. Les Allemands ont envahi la Belgique et l'ont occupée d'une façon extrêmement brutale. Edith Cavell, en Belgique, donc reste à la tête de son école d'infirmières et est arrêtée par les Allemands. Elle est condamnée pour espionnage et elle est fusillée. Donc fusiller une femme en 1915, ça a beaucoup choqué dans l'opinion, en Belgique évidemment, mais aussi ailleurs dans le monde. Et les Belges, les Anglais, vont utiliser cette information pour montrer du doigt l'Allemagne en disant « Regardez la barbarie allemande, ils fusillent des femmes, etc., etc. En plus, elle est innocente. » Bon, Edith Cavell n'était pas vraiment innocente. On sait maintenant qu'elle était effectivement à la tête d'un véritable réseau d'espionnage. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'en fait, son école d'infirmière, qui existait, était en partie aussi une couverture. Et dans la Belgique occupée, beaucoup d'informations arrivaient à cette école. Par ailleurs, les infirmières, par nature, elles soignent des blessés, et donc des blessés de guerre. Et la proximité avec les blessés permet de glaner pas mal d'informations sur les mouvements des troupes, les équipements, le tempérament des différents chefs, etc., etc. Donc il y avait tout un réseau à la fois d'informations, un réseau aussi pour faire passer des messages à travers le pays, un réseau pour exfiltrer. Quand on avait des blessés alliés, pas allemands mais alliés, qui étaient prisonniers, ça permettait de les identifier et puis de leur trouver des moyens de quitter le territoire en passant par les Pays-Bas qui étaient neutres, par exemple, pour reprendre le combat ensuite, côté anglais, côté français. Bref, en fait, c'est un véritable réseau d'espionnage. C'est un réseau essentiellement composé de femmes et dirigé par une femme. Alors ça, c'est complètement nouveau. Ça, c'est complètement nouveau, d'accord ? Et Edith Cavell, là-dessus, a été vraiment pionnière, mais elle l'a payé de sa vie. Et il faut savoir que après la guerre, elle devient une héroïne à titre posthume. Pour les anglicans, puisqu'elle était de religion anglicane, elle a le rang de sainte. En fait, elle a été canonisée. C'est une sainte anglicane. Elle a donné son nom à un mont au Canada, à un astéroïde. Il y a aussi des rues Edith Cavell dans un certain nombre de villes en France et en Belgique et en Angleterre.
Il y avait même une statue à Paris, une statue d'elle qui était au Jardin des Tuileries, qui avait été financée par une souscription. C'est-à-dire des milliers de Français avaient donné de l'argent, et de Belges, avaient donné de l'argent pour qu'il y ait une statue d'Édith Cavell, statue en bronze. Et figurez-vous que la première chose qu'ont fait les Allemands quand ils sont entrés à Paris en 1940, c'est qu'ils ont enlevé et fondu cette statue-là, qui était pour eux un mauvais souvenir, une mauvaise conscience, et ils l'ont fait disparaître et elle n'a jamais été rétablie. Dans les héroïnes de la Première Guerre mondiale, outre Édith Cavell, qui a fait, vous voyez, qui a eu beaucoup de pages dans la presse, ça c'est son exécution. Il y a également le personnage de Gabrielle Petit. Alors, Gabrielle Petit, elle est belge. C'est quelqu'un qui a eu peu de chance dans sa vie. Elle s'est retrouvée orpheline très tôt. Elle devait se marier au moment où s'est déclenchée la guerre, et donc son chéri est parti au front. Lorsqu'il revient, ils réussissent à quitter la Belgique, qui donc, comme je le disais, est occupée. Ils vont au Royaume-Uni, mais la Belgique la Belgique était un petit peu dans la sphère d'influence britannique, et l'intelligence service britannique avait besoin de gens sur place. Donc elle fait partie de ces Belges qui ont été formés par les Britanniques pour faire de l'espionnage, et donc elle revient en Belgique comme si elle ne l'avait jamais quitté, et elle va faire du renseignement pour le compte des Britanniques en territoire belge occupé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Elle va se faire prendre. Elle s'évade, elle se refait prendre, et là, elle est torturée pendant 1 mois. A priori, elle ne donne pas de nom, et finalement, elle sera fusillée. Donc là aussi, c'est une martyre. Donc là, vous voyez qu'on est très très loin de la courtisanerie. Au départ, elle était infirmière de profession, encore une infirmière. Elle travaille, certes, pour les Britanniques, mais en vue de libérer son pays d'une occupation étrangère, et ça va aller jusqu'au sacrifice suprême. On a un équivalent français. Vous voyez qu'elle a eu aussi son monument, qui lui existe toujours. Et puis il y a l'équivalent français et sa contemporaine, c'est Louise de Béthigny. Donc là, une femme qui appartient à l'aristocratie, par contre assez désargentée. Pour le coup, son père tenait une petite entreprise, je crois, de céramique, si je me souviens bien, qui a fait faillite. Donc elle a vécu au départ comme gouvernante évidemment dans des familles elle-même non seulement aristocratiques, mais je devrais dire princières. Elle avait même été pressentie pour être la gouvernante des enfants de l'empereur d'Autriche. Et puis, bon, là, par patriotisme, elle avait dit non. Ça, c'était avant la guerre. Elle avait un avantage, c'est qu'avec son éducation, elle parlait toutes les langues d'Europe, si vous voulez. Elle parlait couramment l'italien, l'allemand, l'anglais, et bien sûr le français qui était sa langue natale. Elle était très religieuse aussi. À un moment, elle avait envisagé d'entrer au Carmel, Donc bon, et la guerre a complètement changé sa destinée. Elle va jouer un rôle important dans les réseaux de renseignement. Alors là, pas belge, mais français, dans la partie du nord de la France qui est derrière le front. Vous savez que les Allemands, après la Belgique, sont entrés en France, ont occupé très durablement une partie du nord et de l'est de la France. Et bien dans le nord, elle joue un rôle vraiment très important dans ces réseaux de renseignement qui permettent là aussi d'avoir des informations sur ce que font les Allemands, d'exfiltrer des prisonniers, de diffuser de la propagande favorable à la France et aux Alliés. Et en particulier, elle avait développé comme elle était plutôt distinguée et bien mise, elle avait développé tout un talent pour dissimuler des messages codés dans la doublure de ses vêtements et dans sa coiffure. Donc vous voyez là, elle a une coiffure assez structurée, avec un chignon, avec les cheveux ramenés. En fait, sa chevelure était remplie de petites papillotes avec des messages codés écrits en minuscules. Et simplement, elle avait aussi une bague avec un chaton mobile et des messages codés dedans. Elle s'est fait prendre. Il y a eu un contrôle d'identité. Elle a dû perdre un petit peu son sang-froid. Elle a voulu faire disparaître le message qui était dans la bague. Un Allemand l'a vu et donc a compris qu'elle avait des choses à cacher. À partir de là, elle a été arrêtée, torturée. Alors elle n'a pas été fusillée parce que après Édith Cavell et Gabrielle Petit, les Allemands ont compris que aux États-Unis, aux Pays-Bas, dans un certain nombre de pays neutres, c'était très mal vu de fusiller des femmes, et donc elle a été très malmenée.
et envoyée en travaux forcés. Elle en est morte, faute de soins. Elle est morte en 1918, peu de temps avant la fin de la guerre, et elle aussi a accédé à un statut, si vous voulez, d'héroïne nationale. Elle est un peu oubliée aujourd'hui, mais dans les années 20, les années 30, tous les Français savaient qui était Louise de Bettigny. Donc là aussi, vous voyez, le renseignement est en train d'évoluer un petit peu. Pour autant, vous voyez, dans les figures de la même période, vous avez la fameuse Mata Hari. Alors vous serez peut-être étonné que je ne parle que maintenant de Mata Hari. C'est sans doute la plus célèbre, mais elle illustre ce que je vous disais. Dans le monde du renseignement, les bons espions sont ceux qu'on ne connaît pas. Et à l'inverse, si Mata Hari est si connue, c'est peut-être qu'elle n'a pas été une excellente espionne. Au contraire. D'abord, Mata Hari est connue parce que c'était une artiste. Et c'est une artiste qui, en 1905, a eu un succès phénoménal parce qu'elle avait réussi à se faire passer pour une prêtresse venue de l'Inde qui dévoilait des danses sacrées. Et comme par hasard, c'était des danses où on se déshabillait au fur et à mesure des mouvements. Donc il y avait un prétexte, si vous voulez, culturel, voire, comment dirais-je, ethnographique, à venir se rincer l'œil. Et donc ça plaisait beaucoup à la bonne société de la belle époque. Et donc elle a eu un succès absolument phénoménal. En fait, elle était la fille d'un petit chapelier des Pays-Bas qui, après un divorce difficile, s'était refait une vie, au départ comme modèle et finalement comme danseuse. Et donc, de 1905 à 1914, c'est surtout une danseuse très connue et une courtisane. Une nuit avec Mata Hari coûtait 1000 francs à l'époque où le franc était convertible en or. Donc ça fait 50 louis d'or. Je vous laisse faire la conversion au cours du jour. Et elle a vécu de cela, vécu pas si bien parce qu'évidemment, pour rester la vedette qu'elle était, elle avait aussi des dépenses colossales, considérables. Donc c'était un flux d'argent perpétuel, des entrées, des sorties. Bon, c'était un personnage public dans tous les sens du terme et très visible. C'est dans ce sens-là qu'elle était au départ très connue. Et puis, l'âge venant, évidemment, ces numéros de danseuse et cette vie de courtisane lui permettent moins de vivre. Par chance, si j'ose dire, la guerre se déclare, et donc elle va proposer ses services comme espionne. Elle va être recrutée par les Allemands, très intéressée par elle, d'abord par son carnet d'adresses. Certes, elle n'est pas discrète, mais en tant que courtisane ou ancienne courtisane, elle connaît beaucoup de monde, en particulier en France, où elle a eu son principal succès. On sait qu'elle connaissait intimement, par exemple, le secrétaire général du Quai d'Orsay, ou un certain Messimy, très oublié aujourd'hui, mais qui était ministre de la guerre au moment du déclenchement du premier conflit mondial. Donc des personnages tout à fait intéressants pour les services allemands. Et puis Mata Hari, je vous ai dit, c'était la fille d'un chapelier des Pays-Bas. Or, les Pays-Bas étaient neutres, donc elle avait un passeport qui lui permettait de circuler à travers l'Europe en guerre, d'aller aussi bien en Angleterre, en France qu'en Allemagne, en transitant à chaque fois par son pays natal qu'elle n'aimait pas du tout, où il ne faisait que passer. Donc elle était intéressante à ce point de vue-là. Elle est revenue à Paris donc en pleine guerre, et là on la suit quasiment heure par heure, parce que assez vite les Français s'en méfient, la repèrent, donc elle fait l'objet de filatures, et on se rend compte qu'elle commence par recueillir du renseignement sur l'oreiller, c'est-à-dire qu'elle se promène dans les beaux quartiers de Paris où sont en permission un certain nombre d'officiers blessés ou d'officiers qui ont fait une période au front et qui ont droit à un petit moment de repos. Et donc, il y a toutes sortes de liaisons qui se font, qui se terminent dans sa chambre d'hôtel. Et donc là, c'est un travail tout à fait classique de recueil de renseignements sur l'oreiller. Elle se spécialise un petit peu dans les officiers étrangers, des Belges, monténégrins, italiens. Elle va également rencontrer un jeune Russe. Et là, par contre, au tournant de la quarantaine, et sans doute pour la première fois de sa vie, elle tombe vraiment amoureuse. Et donc elle va vouloir suivre ce Russe qui, à un moment, parce qu'il a un problème, une blessure à l'œil, est en convalescence dans les Vosges, tout près du front, donc tout près également d'un aéroport militaire. Elle va demander un sauf-conduit pour le rejoindre. Et pour avoir ce sauf-conduit, elle rencontre le commandant Ladoux, qui est le chef du contre-espionnage français, et elle lui fait des offres de service. Ladoux lui fait comprendre, en fait, elle a été un peu manipulée, c'est-à-dire que Ladoux a envoyé vers elle quelqu'un qu'elle avait connu autrefois dans sa vie de danseuse, qui en fait travaillait pour Ladoux et qui lui a arrangé le rendez-vous, comme s'il lui rendait service, alors qu'en fait c'était sa mission. Et Ladoux accepte qu'elle travaille pour les Français, tout en sachant
qu'elle travaille déjà pour les Allemands, tout en s'en doutant fortement. Et donc elle va avoir son sauf-conduit, rejoindre donc Vadim de Maslov, son chéri, mais elle va également partir en Espagne en service commandé. Là, elle va avoir une liaison avec un attaché militaire allemand. Bon, je vous passe un petit peu les détails. Quand elle revient, elle est persuadée de devenir une héroïne au même titre que les grandes espionnes de son temps. Mais en fait, on sait qu'elle a joué double jeu, et ça, elle ne peut pas s'en douter, parce qu'elle a été trahie par les interceptions de la Tour Eiffel. Je vous ai dit que pendant la Première Guerre mondiale, on commence à avoir du renseignement technologique. La Tour Eiffel sert d'antenne, sert à capter des messages. Et il y a un message codé, mais dans un code que les Français connaissent, qui indique que H21, un agent donc, va venir en France et va toucher une somme importante au comptoir d'escompte, donc une banque qui est Place de l'Opéra, qui est aujourd'hui une agence BNP. Mais à l'époque, c'était le comptoir d'escompte. Et le message est au féminin. Donc ça fait beaucoup d'indications quand même. On a une somme, un lieu, Paris, et on sait qu'il s'agit d'une femme. Et au même moment, Mata Hari revient et va au comptoir d'escompte percevoir effectivement un virement de cette importance-là. Donc là, elle est arrêtée, elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Elle faisait du renseignement comme au temps du Chevalier d'Éon, et elle est confrontée à une nouvelle forme de renseignement technologique. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, la Tour Eiffel sert d'antenne, et au pied de la Tour Eiffel, vous avez des baraquements militaires avec des milliers d'hommes qui sont là pour écouter, décoder, décrypter, transcrire les messages qui sont captés. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment la naissance de ce qu'est aujourd'hui la NSA aux États-Unis, ce que sont les grandes oreilles dans tous les pays un petit peu développés aujourd'hui. On a une petite armée qui est là pour brasser des messages, pour envoyer de fausses informations à l'ennemi, pour capter tout ce que l'ennemi peut dire dans ses radios. Et parmi les messages captés, il y en a un qui va être fatal à Mata Hari. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, premier volet d'une conférence donnée le 3 février 2025 pour Regards croisés à Nantes par Bruno Fuligny sur le monde fascinant de l'espionnage. Une autre agente de cette époque, on la connaît moins comme espionne et pourtant elle a joué un rôle capital, c'est Mistinguett. La très charmante Mistinguett, connue pour ses belles gambettes, elle n'est pas motivée comme Mata Hari par l'argent. Elle est française, elle a un sentiment patriotique, elle a une relation amoureuse avec le jeune Maurice Chevalier. Quand je dis le jeune, c'est parce qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle, mais c'est une relation vraiment humaine très, très, très forte. Maurice Chevalier est mobilisé en 14, il est très vite blessé et fait prisonnier, donc elle aimerait bien le faire libérer. Par ailleurs, elle est courtisée par un prince allemand, le prince de Hohenlohe, qui évidemment a quitté Paris en 1914, mais qui vit en Suisse, qui lui propose de la rejoindre. Et donc, il y a un document dans les archives militaires extraordinaires, au moment où Mistinguett meurt, longtemps plus tard, en 1956, un général, Gamelin, vient témoigner qu'en fait, qu'elle s'est rendue elle-même auprès des services français pour leur dire, voilà, je peux vous aider. Il y a un prince proche des milieux gouvernementaux allemands qui aimerait que je la rejoigne. Moi, à la base, je ne souhaite pas, mais peut-être que ça peut vous aider. Et effectivement, elle va être formée, missionnée, etc. Elle part en Suisse, elle va vivre en fait avec ce prince de Hohenlohe. Ça va avoir deux effets, cette mission. D'une part, les Français et elle, auprès du roi d'Espagne, vont obtenir une médiation pour que soit libéré Maurice Chevalier. Mais surtout, dans l'entourage de ce prince, elle va avoir vent d'une contre-offensive allemande qu'elle va signaler aux Français, et quand les Allemands vont arriver, il y aura en face, tout ce qu'il faut pour bloquer, casser la contre-offensive. C'est par Mistinguett qu'on aura connu cette contre-offensive et qu'on l'aura fait échouer. Donc là, vous voyez encore un profil assez différent. Certes, c'est du renseignement sur l'oreiller, mais motivé par le patriotisme, et puis avec un effet militaire tout à fait sensible. Et puis alors, j'ai commencé à creuser un petit peu la question, parce que c'est une histoire passionnante. En fait, il apparaît que ce prince, c'est quand même bizarre qu'il soit en Suisse et pas officier dans l'armée allemande ou en Allemagne pendant la guerre. En fait, c'était un prince allemand, mais assez critique sur le régime de son propre pays.
Et maintenant, j'en viens à me demander qui a manipulé qui. Je me demande si c'est pas le prince qui, sachant que Mistinguett renseignerait les Français, a fait en sorte qu'elle vienne dans son lit. Comme ça, d'une part, il avait quand même la compagnie de Mistinguett, ce qui était quand même pas mal. Mais par ailleurs, il a pu donner des informations qui ont mis en échec ses adversaires politiques en les conduisant à la défaite. Bon, ça, c'est une théorie. Mais c'est vrai qu'après la guerre, il a publié un livre très, très, très critique sur l'Empire allemand, le nationalisme allemand, lui étant plutôt un pacifiste et européiste. Donc un prince démocrate assez éloigné de l'idéologie en vogue dans son milieu à son époque. Donc vous voyez que là, on entre aussi dans le monde de la manipulation, contre-manipulation. On y perd assez vite son latin. Encore une espionne intéressante, c'est Marthe Richard. Là, elle vient vraiment du monde de la prostitution. Elle va faire un riche mariage avant la Première Guerre mondiale qui va lui permettre de devenir aviatrice. Donc au départ, elle propose ses services comme aviatrice. Évidemment, l'armée lui dit mais ça va pas la tête. Les avions, c'est pour les hommes. Mais on veut bien que vous nous aidiez pour votre ancien métier. Et à partir de là, elle va être envoyée en Espagne, à peu près en même temps que Mata Hari. Il ne semble pas qu'elles se soient rencontrées, mais elles ont opéré à peu près en même temps à Madrid. Et elle, c'est l'attaché naval allemand qu'elle va séduire. Et elle va glaner quelques informations intéressantes qui vont permettre de contrer des opérations, des attaques de sous-marins ou des dépôts d'armes aux rebelles marocains par les Allemands pendant la guerre. Enfin, il y a une femme côté allemand, parce que les Allemands aussi avaient des espions, dont c'est peut-être le portrait, mais je n'en suis pas sûr, parce qu'elle, c'était une très bonne espionne. Donc après la guerre, plusieurs femmes différentes ont revendiqué d'avoir été cette espionne. C'est Elsbeth Schragmüller, plus connue sous le nom de Fräulein Doktor. Fräulein Doktor, donc Mademoiselle Docteur. Alors dit comme ça, ça a été exploité après dans le cinéma Z, dans la BD, comme un truc un peu diabolique. Bon, en fait, Docteur, tout simplement parce qu'elle avait un doctorat. C'était une femme issue, qui avait fait des études supérieures et donc qui avait un doctorat. Et donc, et cette femme en Allemagne, a travaillé pour les services, mais cette fois-ci, et pour la première fois dans l'histoire, à l'intérieur des services. C'était pas une femme qu'on envoyait auprès de quelqu'un pour séduire ou pour fouiller dans les tiroirs. Non, c'est une femme qui devient un cadre du service. Et donc, dans la Belgique occupée dont je vous ai parlé, elle va diriger le poste d'Anvers. Et donc, depuis ce poste, toute une série de réseaux, alors cette fois-ci des réseaux allemands. Elle va être aussi une formatrice. On se demande, alors là, il n'y a pas de preuve, mais il est possible qu'elle ait formé quelques femmes comme Mata Hari, par exemple, qui travaillaient pour les Allemands. Et après la guerre, on va parler d'elle, mais de façon un petit peu fantasmée. On n'est pas du tout sûr. Il y a au moins 3 personnes, je vous le dis, qui peuvent être Fräulein Doktor. En voici une autre. Vous voyez que cette Première Guerre mondiale, j'ai été un peu long sur la Première Guerre mondiale parce que c'est le moment où tout change. Vous avez à la fois des profils à l'ancienne comme Mata Hari, mais qui se heurtent aux évolutions technologiques, la Tour Eiffel, les interceptions radio, qui la trahissent. Et puis vous commencez à avoir des femmes qui dirigent des réseaux, qui ont des postes d'encadrement, qui forment les gens. Elles commencent à entrer dans les services eux-mêmes. Vous venez d'entendre le premier volet d'une conférence donnée le 3 février 2025 pour Regards croisés par Bruno Fuligny sur le monde fascinant de l'espionnage. Diplômé de Sciences Po, haut fonctionnaire, responsable de la mission éditoriale de l'Assemblée nationale, Bruno Fuligny est l'auteur d'ouvrages sur l'histoire politique française et les utopies. C'est un grand amateur d'aventures humaines insolites. Familier des archives policières et des secrets d'État enfouis dans les vieux papiers. Il a aussi écrit des documentaires et des docufictions, ainsi qu'une pièce de théâtre, La valise de Jaurès. Vous pouvez réécouter cette conférence en podcast sur radiofidélité.fr et vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.